Cette guerre échappe totalement au contrôle de Vladimir Poutine. De grandes banques russes limitent désormais les retraits pour leurs clients. Quand les banques disent à leurs déposants qu'ils ne peuvent pas retirer leur argent, eh bien, suivent alors les ruées au guichet, ce que le Kremlin ne peut se permettre. La situation est tellement grave qu'un des oligarques les plus puissants de Russie a donné une interview publique pour avertir qu'une crise bancaire est imminente si l'Ukraine ne cesse pas ses frappes. Donc dans cette vidéo, je veux vous montrer pourquoi l'Ukraine avait déjà anticipé tout cela et pourquoi les services de renseignement ukrainiens ont discrètement choisi une cible spécifique qu'ils savaient capable de mettre la pression sur le système bancaire russe. Et ce n'est que le début. Même les Russes ordinaires se détournent de Poutine, filmant des vidéos avec leur téléphone et suppliant l'armée ukrainienne de venir dans leur ville. Ces Russes veulent que l'Ukraine les libère du régime de Poutine. La situation devient tellement grave que Poutine supplie à nouveau la Corée du Nord de l'aider, exactement comme il l'a fait la dernière fois lorsque les soldats ukrainiens se sont emparés de territoires russes. Comme vous le savez, je suis Sam et vous regardez Business Basics. Allons à l'essentiel, la ruée au guichet. Plusieurs grandes banques d'État russes sont proches de l'effondrement. Les oligarques russes commencent à avertir publiquement le Kremlin que la situation ne durera pas. Ici, nous avons un puissant oligarque nommé Oleg Deripaska, et il vient de déclarer publiquement que si Wildberries s'effondre, le système bancaire russe s'effondrera avec lui. Écoutez ce court extrait, puis nous verrons comment tout cela est lié. La faillite de Wildberries détruira le système bancaire. Comme le dit le proverbe, devoir 1 million à la banque est votre problème, mais 1 milliard devient celui de la banque. Et Wildberries ne doit pas 1 milliard, il doit des milliards. Je ne donnerai aucun conseil aux déposants. Ce sont des adultes, ils sauront quoi faire. Humainement, je compatis avec eux. Voici maintenant tous les chiffres, et la situation n'a fait qu'empirer en 2025. Rien que l'année dernière, les 5 plus grandes entreprises technologiques de Russie ont contracté ensemble 27 milliards de dollars de dettes. Ce chiffre était déjà supérieur de 53% à ce qu'elles avaient emprunté l'année précédente. Et environ 18 milliards de dollars de cette dette totale appartiennent à une seule entreprise. Cette entreprise, c'est Wildberries. Même avant que les frappes ukrainiennes ne commencent à viser les entrepôts de Wildberries, c'était déjà problématique, car Wildberries est une grande entreprise. Mais leur dette dépassait largement celle d'une entreprise saine, ce qui a poussé la Banque centrale russe à alerter publiquement sur ce risque pour l'économie. Et maintenant que nous savons que les entrepôts de Wildberries sont en feu, et je le dis littéralement, les banques qui détenaient cette dette ont commencé à faire quelque chose qu'elles avaient promis de ne jamais faire. Regardez ce rapport. VTB, l'une des plus grandes banques publiques de Russie, a commencé à restreindre l'accès des clients à leurs propres fonds. Les Russes ordinaires ayant un compte dans cette banque ne peuvent pas retirer leur argent. La banque avance comme explication officielle une congestion du réseau. Poutine a besoin d'argent pour la guerre et semble le prendre dans les banques où les gens déposent leur argent. Et quand on commence à regarder le bilan de cette banque, on se rend compte qu'elle a un autre problème. Vous savez, ces 18 milliards de dollars dont nous avons parlé, que Wildberries doit? Eh bien, devinez quoi? 6 milliards de dollars de ce prêt proviennent de cette banque, VTB. La même banque qui dit maintenant aux Russes « peut-être me retirez pas votre argent aujourd'hui, revenez demain ». Pour moi, personnellement, la partie la plus intéressante de cette histoire, c'est que l'Ukraine savait en quelque sorte que cela allait arriver. Les services de renseignement ukrainiens avaient discrètement identifié cette faiblesse, bien avant que les frappes contre Wildberries ne commencent réellement. Et c'est exactement pour cela, je suppose, qu'ils ont commencé à frapper ces entrepôts. Maintenant, je suis sûr qu'il y avait d'autres avantages, comme nuire à la logistique de la Russie sur la ligne de front. Mais l'un des plus gros avantages est bien sûr la pression exercée sur le système bancaire russe. Voici la preuve. Dans le prochain extrait, vous allez entendre le PDG de Firepoint. Firepoint, c'est un peu le Lockheed Martin de l'Ukraine. C'est l'une des plus grandes entreprises de défense qui a été fondée pendant cette guerre. Elle produit désormais une grande partie des drones ukrainiens. Ici, le cofondateur détaille publiquement cette stratégie. Écoutez bien. Éliminer Wildberries et Ozone est indispensable. Cela provoquera l'effondrement du système bancaire, car ils sont parmi les principaux emprunteurs. Faisons d'abord une pause là-dessus. Nous finirons de parler de Wildberries et Ozone. Pourquoi faisons-nous cela? Et que va-t-il se passer ensuite? Eh bien, Wildberries est le principal emprunteur en Russie. Si nous le faisons tomber, de nombreuses banques s'effondreront inévitablement. Au minimum, VTB a tout misé sur Wildberries. Il s'attendait à obtenir toute cette base de 70 millions de clients. De Wildberries, je ne me souviens plus. 60 millions, je crois, la base de clients de Wildberries comme ses propres clients, automatiquement.
Et VTB n'allait pas très bien de toute façon. Désormais, des billions de roubles de prêts seront irrémédiablement perdus. Cela pourrait faire chuter la deuxième plus grande banque de Russie. Et cela doit continuer. De plus, c'est une perturbation de la vie quotidienne. De plus, c'est l'effondrement de dizaines de milliers d'entreprises qui, par leurs impôts, soutiennent cette armée, soutiennent ce fou Et répondent à ces ambitions impérialistes de la Russie. C'est pourquoi cette mesure est très importante. Une mesure extrêmement importante. Ozone va donc suivre Wildberries, non? Je pense que oui, parce que... Bien sûr, ces frappes ukrainiennes nuisent aussi directement au compte bancaire du Kremlin, c'est-à-dire au budget du Kremlin. Et c'est quelque chose dont nous allons parler dans un instant. Mais avant cela, je voudrais parler un peu de cet extrait que nous venons d'écouter. Je suis un peu partagé sur pourquoi des responsables de haut rang expliquent publiquement la stratégie ukrainienne dans un podcast. Nous avons aussi un podcast, donc nous apprécions qu'ils nous fournissent du contenu dont parler. En temps de guerre, ne vaudrait-il pas mieux garder ses plans secrets ? Ainsi, la Russie serait davantage surprise par les objectifs de l'Ukraine. C'est du moins mon avis, même si je joue ici l'avocat du diable, face à mon propre point de vue. Cela a du sens ici, car le système bancaire repose sur la confiance. Les Russes croient que ces banques ne vont pas s'effondrer, et que leur argent sera en sécurité le lendemain. Et en disant quelque chose comme ça publiquement, en parlant de la crise bancaire qui pourrait résulter de ces frappes ukrainiennes, l'Ukraine espère en quelque sorte que cette confiance devienne plus fragile. Ainsi, davantage de Russes arrêtent de retirer leur argent des banques d'État, ce qui accentue la pression sur le système bancaire et aide l'Ukraine à provoquer une crise bancaire en Russie. Peut-être que dans ce cas, il est logique de partager cela publiquement. Mais sinon, ce n'est sans doute pas une bonne idée pour un PDG d'une grande entreprise de défense de s'exprimer publiquement sur les actions et objectifs de l'Ukraine. Comme je l'ai dit plus tôt, cette crise s'étend à d'autres secteurs en Russie, et cela nuit au compte bancaire du Kremlin. Nous voyons maintenant des Russes déclarer publiquement qu'en raison des pertes qu'ils subissent à cause de ces frappes, ils ne paieront plus d'impôts. Comme Napoléon l'a dit, il faut 3 choses pour gagner une guerre. De l'argent, de l'argent, de l'argent. L'argent dont Poutine a besoin vient des impôts, car l'Ukraine a rendu plus difficile l'exportation du pétrole dont il dépendait. Écoutez bien. Ici, nous avons une femme russe qui était auparavant vendeuse chez Wildberries et qui explique qu'elle ne paiera plus d'impôts. Vous devez comprendre ce qui vous attend. Wildberries ne remboursera pas l'argent et empêche même les retraits. Prêts, dettes, employés, comment payer? J'envisage déjà de licencier du personnel. Comment suis-je censé les payer? C'est tout? Fin du mois. Au revoir. C'est l'enfer, tout simplement. Les impôts? Avec quoi suis-je censé payer ces impôts? Je ne vais pas les payer. Allez vous faire foutre. Les prêts, c'est la même putain de chose. Je m'en fiche aussi maintenant. Si personne ne se préoccupe de mes problèmes, alors je me fiche aussi de ceux des banques et du reste. Voilà pourquoi Poutine supplie actuellement Kim Jong-un de Corée du Nord pour obtenir plus de soldats. J'expliquerai bientôt le nouvel accord. Mais il n'est pas le seul à supplier. Le propre porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, a aussi sa femme qui supplie publiquement. Et cette fois, elle supplie l'Union européenne. D'ailleurs, cette histoire vous dit tout ce que vous devez savoir sur l'hypocrisie des élites dirigeantes de la Russie. Regardez. Pendant des années, Dmitri Peskov a affirmé que l'Occident, et surtout l'Union européenne, voulait détruire la Russie. Et maintenant, sa femme poursuit l'Union européenne en justice pour l'avoir sanctionnée et exige qu'on lui verse 2,3 millions de dollars pour atteinte à sa réputation. Je vous donne rapidement le contexte. Elle a été sanctionnée en juin 2022, quelques mois après que Poutine a lancé l'opération militaire spéciale. À cause des sanctions, elle ne peut plus voyager dans l'Union européenne. Elle attaque maintenant le comité des sanctions devant un tribunal européen, espérant faire lever l'interdiction, car selon elle, l'Union européenne ne justifie pas clairement sa sanction. Je pense que cela concerne cette photo. Elle devrait peut-être voir qui est son mari. C'est typique des Russes de justifier ainsi, non ? Pendant ce temps, les élites et politiciens russes accusent l'Occident de tous les problèmes en Russie. Ils ont leur argent placé en Occident. Leurs enfants vont dans des universités occidentales. Et même des membres de leur famille, leurs épouses, vivent en Occident. Ils souhaitent tellement vivre en Occident qu'ils engagent publiquement une procédure devant un tribunal de l'Union européenne, sachant que cela nuira fortement à la réputation de toutes les personnes impliquées. Au fait, cela me rappelle cette photo du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Regardez. C'était une vidéo qu'il a publiée, où il parlait de combien il déteste l'Occident, tout en portant un t-shirt conçu par un artiste new-yorkais, une Apple Watch, encore une fois une entreprise américaine, et bien sûr en utilisant un iPhone pour tout cela. Il était habillé de produits occidentaux, tout en disant qu'il déteste l'Occident.
Malheureusement, c'est un des problèmes des sanctions. Les oligarques ne souffrent presque jamais. Ce sont les gens ordinaires qui en pâtissent. L'espoir est que cela pousse les oligarques à agir pour arrêter cette guerre. Malheureusement, ils ne font rien. Heureusement pour nous, les Russes ordinaires expriment publiquement leur opinion sur les décisions de Poutine. Aujourd'hui, je veux vous montrer un extrait choquant de cette guerre. Un jeune homme de Saint-Pétersbourg appelle publiquement l'Ukraine et l'armée ukrainienne à venir dans sa ville et à le libérer du régime de Poutine. Écoutez bien. Moi, Mikhail Danilovitch Sinitsyn, citoyen de la Fédération de Russie, né le 9 décembre 2007, enregistré et résident à Saint-Pétersbourg, souhaite m'adresser au nouveau commandant en chef des forces armées d'Ukraine, Mikhailo Drapati. En mon nom, tous mes amis et toutes mes connaissances, à l'exception de mes parents vatniks, et en réalité tout le peuple de Saint-Pétersbourg, je veux dire que nous attendons la libération de notre ville. Nous sommes prêts à accueillir l'armée ukrainienne avec des fleurs et des drapeaux ukrainiens. Si vous êtes ici pour les bases du business, voici une autre notion essentielle. Protégez vos données personnelles en ligne. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni. Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien du site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni s'occuperont du reste avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus compliqué à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez mon code spécial pour obtenir 60% de réduction sur tout abonnement annuel à Incogni. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Au fait, pour ceux qui ne le savent pas, non. Saint-Pétersbourg est la ville natale de Poutine. C'est là qu'il est né et qu'il a commencé sa carrière politique après avoir quitté le KGB. Et si je dis quitter, c'est parce qu'on ne sait pas vraiment s'il a jamais réellement quitté le KGB. Il a donné 3 versions différentes sur son départ du KGB à 3 moments. S'il avait vraiment quitté l'organisation, il raconterait sûrement toujours la même histoire. Il change d'histoire à chaque question, donc il n'a peut-être jamais vraiment quitté. Mais c'est le sujet d'une autre vidéo. Pour cette vidéo, il n'y a pas que lui qui critique Poutine, d'autres personnes, des acteurs russes aussi, qui demandent publiquement la démission de Poutine et affirment de ne pas le respecter comme président. Tout le monde en Russie, tous les jeunes en Russie détestent en fait Poutine. La seule raison pour laquelle les gens ne veulent pas s'exprimer, c'est parce qu'ils ont peur. Écoutez cet extrait. Vladimir Vladimirovitch Poutine. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Lecha. Je suis dans le théâtre et le cinéma. Je ne veux pas que tu sois mon président. Dissous tout le gouvernement. Je ne veux pas. Je ne veux pas regarder ta télé. Je veux écouter mes chansons. Je ne veux pas utiliser VK. Je ne veux pas utiliser VK. Je veux utiliser Instagram parce que c'est mieux. Oui, je suis un zoomer. J'allais rarement voter. Je ne faisais pas attention à la politique. À 14 ans, je suis allé en cours d'anglais à l'école. Mon professeur m'a dit qu'il s'était fâché avec son meilleur ami à cause de la Crimée. À cause de la Crimée, je ne pense pas que la Crimée soit à nous. Je ne pense pas que la Crimée soit à nous. Et ce n'est pas une grande déclaration. Aucun de mes camarades ne pense ainsi. Si des gens l'ont peut-être pensé autrefois, alors maintenant je ne sais même plus de quoi parler. Je ne sais pas quoi dire. Tout mon fil Instagram. Tous mes amis partent, sont sous le choc, ou n'en parlent tout simplement pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas où sont ceux qui vous aiment et vous respectent en tant que président. Vous n'êtes pas mon président. C'est tout ce que je voulais vous dire. Il semble que la pression affecte Poutine, car il fait désormais des déclarations publiques incohérentes. Et j'ignore si cela vient de l'économie russe ou de la pression qu'il subit. Ou à cause des pertes que la Russie subit sur les lignes de front, ou est-ce simplement parce qu'il vieillit? Mais il dit des choses qu'aucun dictateur ne devrait jamais dire en public. Il parle du fait qu'il ne sait pas ce qu'il va faire ou ce que le peuple va faire une fois que cette guerre sera terminée. Donc, les gens vont être perdus, alors il ne veut pas mettre fin à la guerre, et des choses comme ça. Ça ressemble vraiment à un moment d'égarement. Mais nous savons une chose, Poutine ne veut pas arrêter cette guerre de sitôt,
Et la raison pour laquelle nous le savons, c'est que justement hier, le président Zelensky lui-même était ici aux États-Unis, et il a donné une interview où il a parlé de la façon dont cette guerre va se terminer, ce qu'il espère, et pourquoi il espère que Poutine accepte un cessez-le-feu très bientôt. Alors, regardons les extraits que nous avons de cette interview. Dans ce premier extrait, Zelensky est interrogé sur la Crimée, et on lui demande s'il veut récupérer la Crimée, ou s'il est prêt à accepter simplement un cessez-le-feu avec la Russie pour arrêter la guerre. Et sa réponse nous en dit long sur ce qu'espère l'Ukraine, quels sont les objectifs ukrainiens, et quels sont les objectifs russes. Écoutez, puis nous en parlerons. La Crimée est-elle de nouveau sur la table? C'est pas vraiment le cas. Ou pas encore. Nous verrons. Je ne sais pas. Donc, le plus important pour nous, la terre est très importante. C'est notre territoire. C'est notre histoire. Il s'agit de nos maisons. Mais le plus important, c'est de ne pas perdre de vie humaine. C'est pourquoi nous disons toujours que nous sommes prêts à soutenir l'idée de nos alliés simplement pour obtenir un cessez-le-feu, puis passer à la diplomatie. Un cessez-le-feu pour éviter des pertes humaines. Voilà notre situation. Mais Poutine, d'après ce que nous voyons, il envoie des messages totalement opposés. Il veut procéder à une grande mobilisation. 500 000 nouveaux soldats dès le tout début de l'automne. Voilà ce qui se passe avec lui. Donc je pense que c'est vraiment pas un décret, ils sont fous. Ils perdent environ 1 millier de soldats par mois. Quand avez-vous parlé pour la dernière fois avec Poutine, directement ou indirectement? Directement, je crois que c'était en 2019. Nous avons eu une réunion, puis quelques appels téléphoniques en 2020. C'est tout, j'ai pas eu la possibilité d'avoir un dialogue avec lui après. Zelensky se réjouit du cessez-le-feu actuel, car il souhaite sauver des vies ukrainiennes et russes. Poutine, lui, refuse de cesser le feu, car il veut plus de territoire ukrainien. En fait, ce devrait être l'Ukraine qui devrait demander des territoires, car la Russie contrôle actuellement plus de territoires ukrainiens qu'avant cette guerre. Mais malgré cela, bien que la Russie contrôle des territoires ukrainiens, Zelensky se réjouit du cessez-le-feu, car il sait qu'il aidera les gens à retrouver une vie normale, et à retrouver une vie normale, à arrêter de se battre et à ne plus mourir. Mais Poutine veut continuer cette guerre, parce qu'il ne se soucie pas du nombre de Russes qui meurent. Il ne se préoccupe pas du nombre d'Ukrainiens morts. Seul compte pour lui d'atteindre ses objectifs initiaux. Je veux maintenant vous montrer un autre extrait de cette interview. C'est important car Zelensky souligne que les guerres peuvent vite changer. Si vous avez suivi cette guerre, vous vous rappellerez qu'au début de l'an dernier, l'Ukraine était en difficulté et repoussée sur le front. On parlait beaucoup d'un manque d'effectifs sur la ligne de front. Nous savions que la Russie avançait, mais aujourd'hui, l'Ukraine est en position de force et frappe profondément en Russie. Même sur la ligne de front, l'Ukraine frappe des soldats russes. Poutine perd énormément de soldats russes chaque année. Malgré les succès de l'Ukraine, Zelensky reste prudent et reconnaît que la guerre peut basculer à tout moment. C'est pourquoi il privilégie un cessez-le-feu plutôt que de reprendre tous les territoires contrôlés par la Russie. Écoutez bien. Je pense que c'est vraiment un gros problème pour lui. Nous avons compris que cette guerre change tous les 3 à 6 mois. Nous devons changer de technologie. Et c'est pourquoi nous avons une véritable plateforme de technologie militaire moderne. Nous avons de nombreuses entreprises et changeons de drones. Aujourd'hui, ils fonctionnent sur le champ de bataille, mais après 3 ou 6 mois, ce n'est plus possible. C'est pourquoi vous en avez besoin. D'être fort à chaque instant et de changer de technologie et d'être plus rapide, parce que nous devons être plus rapides que Poutine, parce que Poutine a plus de monde que nous. Nous devons sauver notre peuple et recourir davantage aux technologies qu'aux hommes. Voilà ce que nous faisons. Maintenant, nous voyons déjà les premiers signes des préparatifs de mobilisation russe en cours. Poutine n'annonce pas de mobilisation actuellement, à cause des élections russes prévues fin septembre. Il évite de mécontenter le public avant le vote, bien qu'il sache qu'il va probablement gagner. Il célèbre sûrement déjà la victoire. Pourtant, beaucoup d'experts prévoient qu'il annoncera la mobilisation après l'élection. On observe d'ailleurs déjà les signes des préparatifs. Voici à quoi cela ressemble. Les universités russes ont reçu l'instruction officielle de renforcer les procédures d'admission pour les candidats masculins, afin que ces hommes restent légalement disponibles pour une mobilisation lorsque Poutine l'annoncera. En plus de cela, certaines personnes s'attendent déjà à une mobilisation, en particulier les hommes russes. Ils cherchent donc déjà un moyen de partir, ou quittent carrément le pays, même avant que Poutine ait la possibilité d'annoncer quelque chose comme ça. Ils cherchent donc des endroits en Arménie, et dans d'autres pays frontaliers de la Russie. C'est pourquoi Poutine va maintenant quémander en Corée du Nord. Parce que s'il peut obtenir des soldats nord-coréens, au lieu d'enrôler des Russes, il évite le contre-coup politique intérieur de forcer ses propres citoyens à mourir.
Regardez ce renseignement qui vient de Zelensky lui-même. La Russie veut recevoir 30 000 soldats supplémentaires de la Corée du Nord. Depuis juin, des préparatifs sont en cours dans la région de Rosneft, près de la frontière ukrainienne, pour les accueillir. Ils peuvent donc traverser en Ukraine s'ils le souhaitent. La Corée du Nord prévoit aussi de fournir plus de lanceurs de missiles balistiques à la Russie, ce qui menace non seulement l'Ukraine. En retour, la Russie l'aide à apprendre à faire la guerre, à perfectionner ses armes et à acquérir une véritable expérience de leur utilisation au combat. Tout cela représente une menace pour tous ceux qui se trouvent en Russie à porter des missiles nord-coréens. C'est quelque chose que nous allons surveiller de près dans un avenir proche, car si des soldats nord-coréens viennent en Russie, la Corée du Sud va également surveiller la situation. Et bien sûr, les services de renseignement américains vont aussi garder un œil dessus. Donc, si vous n'êtes pas abonné, assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous, car cela aide la chaîne à être mieux mise en avant par l'algorithme. Et bien sûr, cela vous permet de rester informé des actualités que nous publions. C'est là que cela devient intéressant, car malgré tout ce que Vladimir Poutine traverse et tous ses problèmes, il est probable qu'il aura les soldats voulus, car la Russie compte 130 millions d'habitants et reçoit l'aide de la Corée du Nord. Vladimir Poutine vise seulement 300 000 ou 500 000 hommes. Malgré les frappes ukrainiennes, Volodymyr Zelensky a évoqué la réaction de l'Ukraine en cas de mobilisation russe. Écoutons cet extrait. Regardez. Poutine n'est pas prêt à arrêter cette guerre. J'ai reçu le rapport des services de renseignement. Il prépare une mobilisation. Il veut le faire après les élections du 21 septembre. Il veut augmenter la mobilisation dans son pays, pas très ouvertement parce qu'il craint sa population, mais il le fera dans les premiers jours d'octobre. Si nous ne lui posons pas de problème de logistique, d'armes, d'essence, de diesel, et si nos partenaires n'imposent pas de sanctions totales contre son agression. Mais s'il procède à la mobilisation, cela représente potentiellement beaucoup de soldats. Ce sera un gros problème pour l'Ukraine, non ? Ce sera un gros problème parce qu'il le fera. Je pense qu'il comptera sur une mobilisation d'environ 300 000, de 300 000 à 500 000. Donc je pense que c'est pas difficile pour lui de mobiliser. Oui, ces gens-là, oui, il aura des questions internes à ce sujet parce que sa société est... J'ai vu les sondages. La société russe est contre la mobilisation et une grande partie de la population est contre la guerre. Mais ils le soutiennent. Le plus gros problème, c'est qu'il ne pourra pas les entraîner rapidement. Cela signifie encore une fois qu'il enverra sur le champ de bataille des gens qui ne sont pas bien entraînés. Et la plupart ne seront pas entraînés du tout. Cela veut dire beaucoup de pertes. Mais c'est à lui de décider de le faire ou non. Donc la stratégie ukrainienne est assez simple, et ils sont déjà en train de la mettre en œuvre. Ils s'attaquent à la logistique russe, à tout ce dont les soldats russes ont besoin sur les lignes de front. Et voici un exemple de tout ce que l'Ukraine a fait à ce sujet, rien que ces derniers jours. Le 28 juillet, des drones ukrainiens ont frappé la raffinerie de pétrole de Toumen. Cette raffinerie avait la capacité de raffiner 2,6 millions de tonnes d'essence et de pétrole par an. Elle est désormais hors service et on ignore combien de temps la Russie mettra à la réparer. Tant que ce ne sera pas fait, la raffinerie restera inactive. Maintenant, en parlant des raffineries russes et des réparations, la Russie fait face à un problème très particulier. Puisque l'Ukraine frappe autant de raffineries, ils doivent décider où placer leurs ressources, car elles sont insuffisantes pour réparer toutes les raffineries en même temps. Ils doivent donc prioriser les sites à reconstruire. Si je devais leur donner un conseil, je réparerais d'abord celles les plus éloignées de l'Ukraine. Passons maintenant à Wildberries. Hier encore, l'Ukraine a frappé un autre centre logistique Wildberries, à Ryazan. C'est le 4e plus grand entrepôt de Wildberries, et il est désormais pratiquement hors service. Aucun produit à l'intérieur n'est récupérable, ce qui porte un nouveau coup dur à l'infrastructure logistique de l'entreprise, dont dépend vraiment la Russie, notamment son armée. Maintenant, à cause de toutes ces frappes, nous voyons également des effets secondaires qui commencent à apparaître dans la vie quotidienne des Russes. La crise du carburant en Russie est devenue si grave que nous voyons maintenant des signes indiquant que d'importantes entreprises russes, des entreprises publiques importantes, n'ont plus accès au carburant. L'exemple principal est celui des chemins de fer russes. Ce problème est plus grave qu'il n'y paraît. La Russie, immense, dépend fortement des trains pour transporter des biens. Les trains ne transportent pas seulement des personnes, ils transportent aussi du fret. Et à cause de la crise du carburant, je suis sûr que la logistique militaire va rencontrer certains problèmes. Pour être juste, l'armée russe a toujours la priorité sur tout le carburant auquel la Russie a accès, donc il est peu probable que l'armée souffre sur les lignes de front. Mais malgré tout, comme ils ont la priorité,
Les gens souffriront sans le carburant désiré, ce qui accentuera le mécontentement envers cette opération militaire spéciale. On voit déjà des signes. Les Russes se filment en affirmant qu'ils se moquent de l'opération militaire spéciale, leur seul souci étant de vivre et dormir en paix. Ils veulent être en sécurité. Ils veulent retrouver la vie telle qu'elle était avant le début de cette guerre. Écoutez. Chères autorités de Rostov-sur-le-Don et de la région, pouvez-vous dire si notre alerte au drone fonctionnera un jour? Ou croyez-vous vraiment que les gens restent près de leur téléphone à 2 h du matin à attendre un message en se demandant s'il va arriver ou non? Très bien, il y a du chaos dans la zone de l'opération militaire spéciale. C'est vraiment le désordre là-bas. Vous ne pouvez pas mettre en place un système d'alerte ici? Les civils dorment paisiblement, puis se réveillent au son des explosions. Où sont nos alertes d'urgence? Où sont-elles? Je vis dans le district de Myachnikovski, région de Rostov. Une unité militaire est proche, et le système d'alerte se déclenche ici chaque jour vers 7h40. Il se déclenche 3 fois, donc le système fonctionne clairement. Mais quand il s'agit de protéger les civils, D'une manière ou d'une autre, ça ne fonctionne pas chez nous. nous n'avons pas d'abri anti-bombe adéquat. Et ceux qui existent sont fermés à clé. Peut-être qu'il est temps de faire quelque chose à ce sujet. Je vous demande, s'il vous plaît, de prêter attention à ce problème. De nombreuses personnes en souffrent déjà. Je veux maintenant évoquer un point intéressant, notamment concernant les frappes contre les entrepôts Wildberry menées par l'Ukraine. De nombreux Russes souffrent de ces frappes, soit à cause de pertes subies, soit parce qu'ils ne peuvent plus commander en ligne. Eh bien devinez quoi? Ils blâment la Russie. Ils ne blâment pas l'Ukraine, même si c'est l'Ukraine qui mène les frappes. Ils blâment la Russie. Et la vraie raison, c'est peut-être quelque chose auquel vous n'avez pas pensé. Cela vient d'un blogueur de guerre russe qui a analysé la situation. Voici une déclaration d'un blogueur de guerre russe nommé Igor Dimitri, et il dit: La direction russe a créé cette situation elle-même, lorsqu'elle a complètement exclu la population, non seulement de la prise de décision, mais aussi d'une vision réaliste de ce qui se passe. Maintenant, ce sera elle qui subira toutes les retombées négatives, et l'Ukraine a clairement compris la situation. Il explique que tout le monde blâme la direction russe, et non l'Ukraine, car la direction russe a toujours caché les mauvaises nouvelles au public. De plus, ils ont essentiellement menti au public russe, et parfois le public découvre la vérité. Et à cause de cela, chaque fois que le public russe voit maintenant quelque chose de négatif, même si c'est l'Ukraine qui en est la cause, ils blâment la direction car ils ignorent qui dit vrai, mais savent qu'elle ment. Ils partent donc simplement du principe que tout ce qui va mal est la faute de la direction russe. Je suis sûr que Poutine en est ravi. Son opération militaire spéciale de 3 jours se passe parfaitement. Maintenant, passons à quelques extraits satisfaisants. Des propagandistes russes perdent totalement le contrôle, en direct à la télévision, à cause des événements contre la Russie. Avant de vous montrer cet extrait, croyez-moi, il vaut le détour. Laissez-moi d'abord vous donner un peu de contexte. Donc juste hier, en l'honneur du défunt sénateur Lindsey Graham, le Sénat américain a voté pour faire avancer le projet de loi de sanctions contre la Russie de Lindsey Graham, avec 86 sénateurs en faveur et seulement 12 contre. Aux États-Unis, c'est sans doute le plus proche du bipartisme que vous trouverez. Donc c'est plutôt bien. Le président Zelensky était en fait présent dans la Chambre pendant le vote. La législation autorise désormais le président Trump à imposer des droits de douane jusqu'à 100% aux principaux acheteurs de pétrole et de gaz russes, et introduit de nouvelles restrictions sur la flotte fantôme russe. C'est quelque chose qui effrayait la Russie depuis très longtemps, car à chaque fois qu'il semblait que ce projet de loi allait être adopté, il faisait semblant de négocier avec l'Ukraine ou les États-Unis, dans l'espoir que la loi ne soit pas adoptée. Mais maintenant, c'est enfin adopté. Je crois qu'il est passé à la Chambre et au Sénat. Donc, c'est assurément une bonne nouvelle pour l'Ukraine. Mais la Russie n'est pas très contente de cela. Écoutez simplement. La guerre de Biden, comme on disait, est désormais celle de Trump. Vous avez raison de dire qu'il faut examiner les nuances de la loi, son adoption, ce qui reste à adopter et les discussions en cours. Le Sénat américain a approuvé de façon procédurale l'examen du projet de loi sur les sanctions. Mais finalement, quelle différence cela fait-il pour nous que ce soit procédural ou non ? De facto, une poursuite de la logique de Trump, le président ayant alors imposé les sanctions les plus dures contre la Russie. En fait, c'est une loi sur la rupture des relations diplomatiques, à laquelle nous devons réagir en quittant totalement la zone dollar. Nous devons dire « c'est fini, plus de dollars ». D'autres réagiront aussi. Voilà comment cela finira. Ce bouton rouge est entre ses mains. Ils vont lui donner ce bouton rouge, mais il hésitera encore avant d'appuyer. Au final, qui achète le pétrole russe? En fait, c'est la Chine. C'est encore travaillé à un autre rythme. Maintenant, ils veulent qu'on prie pour qu'ils n'appuient pas, alors qu'ils devraient espérer qu'on n'utilise pas notre bouton rouge et éviter l'enfer nucléaire. Ils sont devenus fous. Ils ont décidé qu'ils pouvaient se comporter avec autant d'insolence. Et nous devons adopter des lois, confisquer complètement tout ce qui appartient aux Américains ici. Tout confisquer, entièrement, toutes les entreprises.
Disons, eh bien, en réponse à cela, si la loi est adoptée, nous coupons complètement toutes les relations. Économiques, diplomatiques, envoyons les ambassadeurs au diable. Fermons les ambassades, expulsions leur personnel. Voilà. Eh bien, c'est mon avis. Nous devons agir de manière extrêmement ferme. Et quelles sont les alternatives? Attends qu'ils apprennent à respirer à travers un tube fin pendant qu'ils t'étranglent et que tu continues calmement. Ça va, ça va. Ça va. Cette frustration à la télévision russe semble coordonnée, car ce n'est pas qu'une seule émission qui l'exprime. Tous les médias d'État russes affichent la même frustration. Peut-être sont-ils vraiment en colère, ou bien le Kremlin l'a approuvé. Ici, des journaux russes disent la même chose, mais avec un ton différent. Écoutez. Aujourd'hui, les journaux russes soulignent clairement la frustration et la déception de la Russie. L'administration Trump n'a pas exercé ou réussi à exercer de pression sur l'Ukraine pour qu'elle accepte des conditions de paix favorables à la Russie. Et que le soi-disant esprit d'encourage issu du sommet Trump-Poutine en Alaska l'année dernière s'est pratiquement évaporé. Notez bien, il n'y avait que des responsables russes, pas américains, qui parlaient d'un esprit d'encourage. Mais tout de même, dans son éditorial du jour, la Novaya Gazeta s'interroge. Y a-t-il une alternative à Anchorage? Voici maintenant ce que Moscou attendait de Donald Trump. Sa logique était, et reste, qu'il est nécessaire de trouver une force qui obligera Zelensky à accepter la défaite, accepter la situation sur le terrain, renoncer aux revendications territoriales et mettre cela dans un document. Trump semblait être une telle force. C'était l'esprit d'Anchorage. Quant à Trump, soit tout n'est pas si clair, ou la question de l'Ukraine n'est pas une priorité. Il est peu probable que Moscou revoie son approche. En somme, le Kremlin veut toujours que quelqu'un fasse pression sur Kiev. Mais qui servira de levier de pression et de persuasion? Le successeur de Trump dans 2 ans. C'est trop long à attendre. Et il est trop difficile de prédire le résultat des élections américaines. L'Europe, elle a refusé de prendre en compte les préoccupations de Moscou, aussi bien individuellement que collectivement, même avant 2022. Mais en plus, on reconnaît aussi que Moscou subit une forte pression de la part de ses alliés les plus proches. Nous entendons ce que disent à la fois Loukachenko en Biélorussie et Tokayev au Kazakhstan. Ce n'était pas le cas il y a 1 an. Donc quelque chose a changé. La tâche des autorités russes est d'essayer de comprendre ce qui a exactement changé et de trouver une réponse adéquate. Un détail à la fin de cet extrait se relie à un point évoqué dans la dernière vidéo. Vous vous souvenez quand Poutine était assis à côté du président du Kazakhstan et que le président kazakh Tokayev a publiquement dit à Poutine d'arrêter la guerre. On voyait que Poutine ne s'y attendait pas et était très mal à l'aise, peut-être même en colère. Vous savez, il n'était pas content de se faire donner une leçon par un ancien État soviétique alors qu'il était assis à côté du président. Maintenant, de nombreux experts russes spéculent que ce n'est pas un message du Kazakhstan, mais plutôt un message de la Chine elle-même. La théorie est que le message a été coordonné, voire même ordonné, par le dirigeant chinois Xi Jinping. Et Xi Jinping l'a approuvé, et ensuite le président kazakh l'a transmis en son nom. Bien sûr, ce ne sont que des spéculations, nous n'avons aucune preuve, mais cela correspond à ce que disent maintenant les médias russes eux-mêmes. Ils discutent ouvertement de ce qui a changé. C'est pourquoi les alliés de la Russie se détournent de Poutine, qui doit comprendre ce changement. Devinez quoi? J'ai un exemple. L'ancien Navy SEAL Chuck Farr va analyser un extrait du front. Mais d'abord, un message important, puis nous poursuivrons la couverture du front. La seule chose que je n'ai jamais aimée sur YouTube, c'est quand les créateurs disent « Soutenez la chaîne s'il vous plaît », mais qu'ils ne donnent rien en retour. Je l'ai déjà fait, donc je sais que ce n'est pas bien, et j'ai toujours trouvé ça à l'envers. C'est pourquoi nous avons créé Basics Insider. En devenant membre, vous ne faites pas que soutenir votre chaîne, vous recevez aussi quelque chose de précieux. Chaque jour, nous publions des vidéos exclusives non disponibles sur YouTube, car nous ne pouvons pas toutes les publier ici. Nous approfondissons beaucoup plus les sujets que nous traitons. Nous passons plus de temps sur des détails qui ne rentrent pas dans ces vidéos, et bien sûr, sur des détails que l'algorithme n'aime pas. Nous faisons aussi appel à des vétérans, comme Chuck Farr, pour analyser les images du front, expliquer la situation réelle et distinguer les faits de la propagande. Chez Basics Insider, un grand avantage est de ne pas dépendre de l'algorithme, car nous ne sommes pas financés par la publicité. Nous n'avons donc pas à craindre que l'algorithme influence la diffusion de notre contenu. Nous pouvons aborder des sujets que nous n'aurions pas traités sans la contrainte des annonceurs.
En plus de cela, il est aussi une couverture étendue et non censurée pour les personnes qui veulent comprendre ces conflits au-delà des gros titres. Et bien sûr, je ne cache pas que votre adhésion nous aide également. La réalité, c'est que l'algorithme de YouTube change constamment. Les revenus publicitaires varient, et les vidéos sont parfois recommandées, puis disparaissent le lendemain. Ainsi, créer une communauté permet de poursuivre une couverture indépendante, sans dépendre uniquement d'un algorithme. Si vous souhaitez des analyses approfondies et soutenir notre travail, cliquez sur Rejoindre ci-dessous ou allez sur basicsinsider.com. Si vous utilisez l'application YouTube sur iPhone ou Android, le prix est plus élevé car l'App Store prend sa commission. Si vous ne voulez pas payer, accédez à notre chaîne via un navigateur sur votre téléphone. ou sur un ordinateur. Nous serions ravis de vous compter parmi nous et merci beaucoup pour votre soutien. Et maintenant, revenons à notre vidéo. Ceci vient encore de Early War. Un journaliste essaie de filmer un char russe. Je me souviens de ça. D'accord, conseil de sécurité important. Si vous voyez ça, c'est vous la cible. D'accord? Vous voyez toute la scène. D'accord, quand vous voyez le trou, et ce gars-là a survécu par la grâce de Dieu, ils se sont trompés de, vous savez, environ 25 cm. Ça a touché le coin du bâtiment. Ensuite, il fait quelque chose d'incroyablement stupide. Je vais de nouveau vers la fenêtre, mais il a été plus malin cette fois. On ne devrait jamais s'approcher d'une fenêtre. Reculez toujours. Ne vous levez jamais. Ne faites jamais ça ici. Maintenant, je vais passer la tête dehors. Je ne sais pas s'il est toujours correspondant de guerre, mais si je suis ici, c'est justement parce que je ne fais pas ce genre de choses. Oui, c'est vrai, je pense que des journalistes meurent des deux côtés, mais les Russes en tuent beaucoup plus. Absolument. Écoute, nous étions des cibles. Nous nous déplacions dans un véhicule que je ne vais pas décrire précisément, mais il était totalement inintéressant. Et nous avions du matériel de guerre électronique, tu sais, des brouilleurs de drones. Mais nous avons choisi de ne pas les utiliser, car avec un véhicule plein d'antennes, les gens croient que tu es important. Ouais. C'est ça. Donc on ressemble, tu sais, à des ploucs de Beverly Hills, et ça marche. Il est choquant de voir que Zelensky s'est vraiment rendu plusieurs fois sur la ligne de front. Oui, il l'a vraiment fait. Il était à Bakhmout, il était à Kupiansk. Franchement, moi, je n'aurais pas laissé le président y aller. Cet homme ne manque vraiment pas de courage. Et tu sais, tu penses que Poutine a déjà mis les pieds en Ukraine. Ils prétendent qu'il l'a fait, mais tu sais, c'est complètement absurde. D'accord, le suivant. Je sais, parce qu'on n'a pas fait de vidéo de réaction récemment. Tout le monde l'a vu, mais je voulais ta réaction. Ouais, donc ce que tu vois là, c'est la traînée de vapeur d'un missile. D'accord? 2 missiles passent ici. J'adore ça. Le programme spatial russe, Houston, Moscou, nous avons un décollage. D'accord, donc la première traînée de vapeur que tu as vue, c'était un missile sol-air, mais ce n'est qu'une supposition. Je pense que ça pouvait être un missile guidé par radar. D'accord, voilà le drone qu'il a raté. Mais l'un des problèmes en ce moment, c'est que tous les systèmes antiaériens de Moscou allument leur radar de ciblage. Donc ce premier missile est probablement parti après avoir verrouillé sa cible au radar, mais je ne peux pas garantir que c'était un missile guidé par radar. Mais il a complètement perdu la tête, n'est-ce pas? Il n'a pas verrouillé la cible adjacente. Voici ce qui s'est passé avec le deuxième. C'était clairement un MANPADS, donc c'est un système de défense antiaérienne portatif. Ils ne sont pas tous comme ça dans le monde, mais 90% d'entre eux sont guidés par infrarouge. Donc ce gars-là a essayé d'obtenir un verrouillage, peut-être sur le même drone, qui je pense était probablement hors de sa zone de tir. Mais quand il a déclenché ce truc, il est monté, il a dû prioriser quels objets infrarouges il voyait, et il est allé vers la gauche, c'est chaud, et il se trouve que c'était une raffinerie en feu. Donc ce missile a en fait touché ce carburant. Zone de stockage de pétrole. Et c'est ça qui a littéralement fait exploser la cible. Donc c'était un objectif connu de la Russie. Ouais, c'est fou. Un aussi gros en plus. Ça va rester dans les livres d'histoire. Ouais, c'est un mème, exactement. Même attaque. C'est juste une vue plus éloignée. D'accord, c'est à moins de 15 km de la place Rouge. C'est dans le coin sud-est de Moscou. Miles. D'accord, parlons des priorités de la défense aérienne russe. Il y a 20 millions de personnes à Moscou. Il y a 64 complexes de missiles sol-air dans la grande région de Moscou. 28 complexes de défense antimissiles protègent Bryansk, qui est la datcha du nord de Poutine
et sa maison de bain criméenne. Donc, un tiers de la défense aérienne qui protège Moscou a été détourné et envoyé pour protéger ses palais. C'est ça, quand on dirige une dictature, c'est ce qu'on peut se permettre de faire. Et regardez le résultat ici. Ça, c'est Moscou. Donc, j'essaye de comprendre ce qui se passe ici. On dirait qu'ils ont roulé sur une mine. L'un des véhicules est hors service. Donc tu es juste là, dans la traînée de fumée.